Il est temps d'aborder la seconde session de la conférence. Nous avons vu les architectes, nous avons vu les explorateurs, nous avons vu les cartographes de ce monde qui vient. Il est temps de découvrir ceux qui passent à l'action, ceux que vous pourrez aider, mais aussi ceux qui questionnent ce monde qui vient, qui le remettent en question, qui le mettent en perspective, qui partent du principe que tout ne va pas forcément de soi. Alors pour démarrer, nous allons accueillir un artiste qui va nous expliquer la différence entre le réel et le virtuel. Il va venir nous promener, nous amener au cœur de cette frontière, à la faille entre ces deux mondes. Voici Moula. Bonjour à tous. Alors, le grand questionnement que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est y a-t-il une frontière entre le réel et le virtuel? Mais avant de commencer, quelques définitions. Le réel, c'est quoi? C'est ce sol sur lequel nous avons nos pieds, c'est vos chaises, le toit, le ciel, le soleil, bref, notre monde réel. Le virtuel, c'est quoi? C'est cette image, par exemple, qui se trouve dans cet écran. Ces pixels qui forment cette image virtuelle. Alors du virtuel, on en a tous, vous en avez tous plein les poches. Voilà, est-ce que vous pouvez sortir vos smartphones comme ça? Voilà, très bien, ok, super. Voilà, bah, tout le monde a un smartphone avec des images, voilà. Il n'y a pas de 3310 ou de vieux téléphones. Voilà, très bien. Je vais prendre deux téléphones, voilà, je peux vous emprunter, vous pouvez le déverrouiller s'il vous plaît? Voilà, vous aussi, voilà. Je vois que vous faites super attention à vos données. Comment vous appelez? Nicolas Perruchon. Merci beaucoup. Et vous? Frédéric. Frédéric. Nicolas Perruchon et Frédéric, deux smartphones. Voilà. On peut les applaudir. Les smartphones. Alors avant de commencer, je voudrais vous illustrer comment on peut créer une frontière entre un objet qui contient du virtuel et le réel. Je vais vous illustrer ça avec un ballon. Ça va, monsieur? Attention. Voilà, Nicolas Perruchon, vous avez maintenant votre smartphone qui est totalement enfermé dans un ballon. Vous avez maintenant une frontière, voilà, entre votre monde virtuel et votre monde réel. Alors, quand il n'y a pas de frontière, voilà, on peut être en interaction du coup avec le téléphone, voilà ici. On peut déplacer les icônes, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Est-ce que vous avez l'habitude d'être en interaction avec votre smartphone? Oui? Très bien. Ok, bah, alors vous savez tous qu'on peut du coup prendre un icône comme ça. Ah oui, super, ça marche. Là. Et on peut aussi l'attraper. Et là, quand il n'y a plus de frontières, bah, l'icône peut sortir comme ça du téléphone. Frédéric, je peux regarder quelques photos ou... Oui. Non, je pose toujours la question parce que des fois on tombe sur des cas qui sont vraiment pas très rigolos. Alors, voilà. Attendez, je regarde avant parce que... Voilà. Ok. Super photo. Bon, on passe. Voilà. Le château. Ah, oui. Château de Chambord, voilà, bon, petite visite. On sait pourquoi il est venu ici. Très bien. Il n'y a pas un truc plus cool. Ah, oh. Le petit selfie, voilà, on peut l'attraper ici, et là, d'un coup, bah, voilà. Voilà comment on retrouve sa tête pendant les 15 prochaines minutes de la conférence à l'écran en grand. Est-ce que tout le monde voit bien ce téléphone d'ici? Oui? C'est bon? Parce que là, je vous ai montré comment on peut passer du virtuel au réel, mais on peut aussi passer du réel au virtuel. Comme par exemple, comme ça. Là, du coup, le téléphone, bah, il n'est plus là,
Mais si on regarde dans l'écran, bah là, on a ici le téléphone et on peut maintenant s'amuser à refaire l'expérience, mais tous ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ce qu'on va faire, préparez-vous, on va faire un plongeon, comme ça, voilà, un plongeon dans le téléphone. Vous êtes prêts? Alors, venez tous sur la scène. Non, je rigole. On va faire ça autrement. Je vais mettre le téléphone ici, comme ceci, et là, on va avoir 10 secondes. Il faut que ça soit la folie dans la salle, quoi. OK? Alors, levez les mains comme ça. On fait un essai de folie. On le fait à 20% et après, on le fait à fond, OK? Attention, on fait la folie. Wouah! Super. OK. Bon, cette fois-ci, on le fait à fond, hein. Vous êtes prêts? À 10. Hein. Attention. Wow! Vous faites vraiment tout ce qu'on vous dit, hein. Bon bah voilà, on a fait un plongeon dans le virtuel maintenant. Ah, vous voulez voir la photo peut-être? Oui? Super. Du coup, je retourne le téléphone comme ça. Et là, si on regarde à l'intérieur, voilà, on a bien la photo de tout le monde. Merci. Voilà, et de la même manière, on peut ici, voilà, comme ça, récupérer le téléphone. Ah. Bon, du coup, maintenant, il est verrouillé, mais tu pourras peut-être la partager sur Facebook. Voilà, voilà, bon, bah, c'est fini. Non, je plaisante. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de casser un peu cette frontière entre le réel et le virtuel. Vous êtes d'accord? Vous? Vous? Oui, vous êtes d'accord? Ok. Du coup, on va utiliser... Merci, madame. Oui. Oui. Donc, il n'y a pas de frontière entre le réel et le virtuel. Entrez.
Merci. Merci. Merci à GameJ et à la création graphique, s'il vous plaît. Et merci à toute l'équipe de l'échappée volée. Merci. Merci Moula. Après la renaissance magique de Moula, retour à la renaissance digitale. Aujourd'hui, on vous a parlé disruption, nanotechnologie, algorithmes. Et tout à l'heure, vous avez peut-être pu visiter, un peu au pas de course, une imprimante 3D, voir par les yeux d'un drone. Enfin, toutes ces technologies qui ont l'air un peu aussi magiques que ne peut l'être Moula. Heureusement, nos intervenants viennent sur scène pour nous aider à trouver un sens à ces technologies, pour éclairer la renaissance digitale. Oui, mais voilà, l'échappée volée, ce n'est pas que le récit du temps qui vient, c'est la construction du monde qu'on veut. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous sélectionnons et nous accompagnons des projets positifs et innovants. Pour cette deuxième édition, nous les avons voulus aussi technologiques qu'utiles, aussi improbables qu'évidents. Ils étaient 137 lauréats, enfin ils étaient candidats avant d'être lauréats, si vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient 137 candidats, ils sont aujourd'hui 6 lauréats. Je m'appelle Alexandre, je suis responsable du programme de l'aide au projet et j'ai le plaisir cet après-midi de vous présenter 6 architectes du possible. 3 hommes et 3 femmes qui inventent par passion, innovent par inspiration et surtout continuent d'inventer par nécessité. Leurs projets sont bien réels et bien concrets et ils permettent même de résoudre des cas difficiles de la vie quotidienne. C'est le cas du lauréat de la catégorie santé, Roger Voice. Roger Voice œuvre pour mettre à la portée de tous un objet dont nous venons de nous servir et qui semble être absolument anodin, le téléphone. Pour mettre la renaissance digitale à la portée de tous, voici Olivier. Bonjour, vous m'entendez bien? C'est déjà ça. L'année dernière, je me suis cassé une dent. C'était urgent, mais j'ai dû demander à ma copine de prendre rendez-vous chez le dentiste pour moi. Ma copine n'est pas ma secrétaire, mais je ne peux pas téléphoner. Je suis sourd. Alors, c'est pratique dans certains cas, mais vous savez que rien qu'en France, il y a plus de 500 000 personnes sourdes profondes et que plus de 40% des seniors ont une perte d'audition. Cela peut vous arriver à vous. Comme je disais, c'est pratique, parfois, pour ne pas entendre ce qui se dit à la table, en réunion de famille. Mais imaginez votre vie sans téléphone. Vous ne pourriez pas réserver un restaurant, appeler le plombier et juste parler à ma mère. C'était ma vie jusqu'en 2011. C'est alors que je vois débarquer Siri. Vous savez, la petite voix de votre téléphone. Vous avez sûrement trouvé ça complètement nul. Mais pour moi, ça a tout changé. Ça a rendu tangible l'intangible. Ça a mis la transcription de la voix au texte à la portée de tous. Eh bien, c'est de là qu'est né l'idée de Roger Voice. Roger Voice est une application mobile qui permet aux sourds de téléphoner grâce à la reconnaissance vocale. Nous allons vous faire une petite démonstration. Je vais appeler Alexandre. Nous avons fait une vidéo ce matin pour des raisons techniques. Allô Olivier, tu m'entends? Non, mais je te lis bien. Bon, ça c'est super.
Moi, je suis à Chambord. Je vois ça. Et comment Alors- ça marche? Eh bien, c'est instantané, c'est automatique et c'est sécurisé. Et ça marche en plusieurs langues. Nous travaillons aussi sur une fonctionnalité qui permet aux personnes qui ne peuvent pas parler d'écrire leurs propos. Bon, en fait, c'est génial, quoi. L'application est en test sur Android et sera bientôt disponible sur iPhone. Avec Watch Voice, je peux désormais prendre rendez-vous chez le dentiste, ce qui ne remplace pas ma copine pour autant. Watch Voice n'est pas qu'une application. Avec cette application, vous pouvez changer la vision des choses. Parfois, la perception de l'autre sur le handicap, c'est ça qui est handicapant. Watch Voice permet de changer sa vision, de dire « mais si, je peux ». Ce n'est pas qu'une technologie. Elle donne du sens à la technologie. Elle améliore la vie des gens. Elle crée un pont entre nous. Si vous avez des questions, vous voulez essayer cette application, eh bien, on s'appelle. Merci. Grâce à Olivier, le téléphone est désormais accessible à tous. Mais s'il est si facile aujourd'hui de communiquer, il semble que nous ne nous parlons plus, ou en tout cas que nous ne nous écoutons plus. Bon, dans un couple, c'est déjà pas terrible, mais alors pour notre société, ça peut même être dangereux. C'est ce manque de dialogue qui est au cœur du projet lauréat de la catégorie territoire. Fluicity permet de nous rapprocher et de nous parler. Car si nous ne nous parlons plus, 2017 s'annonce comme une année douloureuse. Pour mettre la renaissance digitale au service de la citoyenneté, voici Julie. Alors, Julie, tu es venue accompagner. C'est normal, c'est le dialogue, on se parle, regarde, hop. Moi aussi, je fais disparaître des choses. Bonjour. J'ai une question à vous poser. La citoyenneté est-elle devenue à ce point pénible? Alors pour vous, peut-être pas, mais alors comment se fait-il que 40% d'entre nous n'ont pas été votés aux dernières municipales et que 8 personnes sur 10 en France considèrent que la démocratie ne fonctionne plus? J'ai été journaliste pendant 7 ans au Moyen-Orient. J'ai vécu au Yémen, en Turquie, je suis passée par la Tunisie et j'ai vu des gens prêts à se battre pour acquérir des droits que nous-mêmes avions arrêté de vouloir exercer. J'ai ensuite rejoint Google, où pendant près de 4 ans, j'ai aidé des grandes sociétés à mieux communiquer avec leurs clients grâce à la technologie et à l'analyse de données. Google nous connaît bien. Et je me suis demandé, au fond, est-ce que c'est normal que nous soyons plus proches d'un géant américain que de notre propre mère? Parce qu'au fond, nos habitudes ont changé. On ne communique plus comme en 1958. Et s'il existe un gouffre énorme entre les pratiques du secteur privé et celles du secteur public, ce gouffre n'est rien par rapport à celui qui est en train de se creuser entre les gouvernements et les citoyens. Alors, je me suis demandé comment renouer du dialogue, comment recréer du lien entre les collectivités locales et leurs citoyens. Pour moi, c'était assez clair, il nous faut un outil moderne. Et c'est pour ça qu'en janvier 2015, j'ai fondé Fluicity. L'idée est très simple. Fluicity est une application mobile et une plateforme d'échange qui permet aux collectivités locales et aux citoyens de mieux collaborer. Alors concrètement, Fluicity propose une information plus ciblée, une interactivité plus efficace et une meilleure compréhension des échanges entre les collectivités locales et les citoyens.
on veut vraiment recréer du lien, donc réengager le citoyen dans la vie de sa commune. Et pour ça, il faut commencer par mieux informer. C'est pour ça qu'on rassemble des nouvelles hyper locales, thématiques et ciblées, qui proviennent de la mairie, mais également de médias indépendants et de tout membre actif de la société civile. Le citoyen s'est désengagé, car il considère que son opinion n'aura aucun impact. Grâce à Fluicity, vous pouvez parler directement avec vos élus depuis votre mobile. Donc le dialogue se passe dans les deux sens. Vous proposez vos idées, le maire vous pose des questions et répond à vos demandes avec des solutions concrètes. Enfin, on propose aux collectivités locales de mieux comprendre leurs citoyens grâce à des outils de big data, des données qui sont fiables, quantifiables et actionnables. Alors, ces données ne sont pas un outil de démagogie. On est engagé chez Fluicity à l'intégrité, à la transparence, à la neutralité politique et à la protection de vos données. Pour le prouver, nous sommes pour le moment en phase de test dans des villes de différentes tailles, en France, mais également en Suisse et en Belgique. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à mesurer en fait, l'impact de notre service sur la participation citoyenne. Enfin, je dirais que la technologie n'est pas une solution à tout, c'est clair, mais elle peut être mise au service de problèmes concrets et réels. Et si Fluicity peut collaborer à réveiller les citoyens sur la crise démocratique que nous vivons aujourd'hui et leur donner ne serait-ce que l'envie de participer à leur politique publique, j'aurais déjà atteint mon objectif. Merci. Se rapprocher des maires et faire évoluer les villes, ça c'est une idée qui va plaire à notre prochaine intervenante, la lauréate de la catégorie développement durable. Vous entendez peut-être beaucoup de gens vous dire qu'il faut réinventer la ville, et en même temps on vous a jamais dit comment. Eh bien, les fondateurs de Glowy ont trouvé une solution concrète dans un endroit assez inattendu pour rendre nos villes plus durables. Pour mettre la renaissance digitale au service du renouveau urbain, voici Sandra. Vous voyez une méduse là? Moi, j'ai vu un lampadaire. C'est en fait pendant un concours étudiant, pendant mes études de design, que je suis tombée sur un reportage sur les poissons des abysses. Et j'ai vu un lampadaire. En fait, ces poissons sont bioluminescents, comme le sont les lucioles, les algues, certains champignons. Ils sont capables de produire de la lumière naturelle parce que c'est programmé par leur ADN. Et donc, avec mes associés, on s'est dit que finalement, peut-être que ces poissons étaient la réponse à nos problématiques de l'éclairage urbain. Pas d'électricité et pas de pollution lumineuse. Et puis, 1 an et demi plus tard, on a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en créant Glowy, un système de bioéclairage vivant qui fonctionne grâce à des bactéries bioluminescentes et leur super pouvoir à produire de la lumière. La bioluminescence, c'est une réaction régie par des gènes. Et c'est ce gène, issu de bactéries marines, que nous utilisons dans une bactérie plus commune pour la rendre bioluminescente. Une fois que nous avons une bactérie, nous la faisons se reproduire et nous la mettons dans un milieu nutritif, idéal pour qu'elle puisse vivre, mais surtout produire sa lumière. Et cette solution biologique, nous venons la mettre dans une coque en résine organique, une sorte de feuille un peu plus épaisse, qui va pouvoir prendre toutes les formes et qui est aussi biodégradable et adhésive. L'objectif, c'est de faire un système d'éclairage qui va s'adapter à plusieurs supports pour pouvoir changer le paysage urbain. Alors, changer le paysage urbain, c'est pas seulement remplacer les lampadaires, mais c'est aussi équiper du mobilier urbain, équiper des vitrines de magasins, équiper de la signalétique ou encore des façades entières pour créer un complément bioluminescent. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une lumière magique que l'on propose, c'est aussi une lumière qui est très utile, puisque 27% de la facture d'électricité des communes est liée à l'éclairage urbain. Imaginez donc si on arrive, grâce à des compléments bioluminescents, l'impact que ça pourrait avoir à éteindre l'équivalent d'un lampadaire sur 5.
C'est notre objectif à horizon 2020. Aujourd'hui, notre premier produit est presque fini. Nous avions une première étape challenge après moins d'1 an en laboratoire, qui était de faire un produit d'une durée de vie d'une nuit, pour un usage plutôt événementiel. Et aujourd'hui, nous avons atteint plus de 40 heures de lumière. Du coup, nous prévoyons le produit pour l'éclairage urbain pour 2017, avec 6 mois de durée de vie, et une étape intermédiaire pour de l'éclairage de vitrine dès l'année prochaine. Pardon. Du coup, le produit, il n'est pas seulement technique. C'est vraiment une véritable inspiration de la nature, parce qu'en fait, la nature, c'est l'usine la plus efficace. Elle consomme, elle produit et elle recycle tout. Et ce sont vraiment ces capacités qu'on essaye d'imiter pour faire un produit qui est à la fois utile, mais qui a surtout la plus petite impact écologique possible. Finalement, cette démarche a un nom, et ça s'appelle le biomimétisme. Et quand on la combine à des sciences comme la biologie synthétique, qui permet de reprogrammer de l'ADN et d'imiter la nature, eh bien on peut créer de vraies innovations de rupture bio-inspirées. Du coup, je dirais que toutes les réponses sont sous nos yeux, donc il suffit de les observer, avec beaucoup de naïveté, un petit peu d'audace, pour faire de nos idées les plus folles de véritables solutions. Et vous, il est où votre lampadaire? Merci. La start-up qui va illuminer nos villes est donc née d'un projet étudiant. Et oui, nos jeunes ont du talent. Pourtant, pour des raisons financières, certains d'entre eux ne peuvent pas mener à bien leur projet d'études. C'est dommage, car nous profiterions tous si jamais ces étudiants trouvaient eux aussi leur lampadaire. Eh bien, c'est le but du projet What If Community, le lauréat de la catégorie communauté. Pour que la renaissance digitale soit aussi intergénérationnelle, voici Laetitia. Bonjour. Voici Astrid, 23 ans, étudiante en master de droit à Paris. En novembre 2013, cette amie a dû abandonner ses études. Ses parents ne pouvaient plus la soutenir financièrement, pas d'accès à une bourse, pas de garant pour un prêt. Elle s'est retrouvée sans ressources, sans appart et sans aide. En France, nous avons la chance d'avoir un système d'enseignement supérieur accessible, avec des frais de scolarité bas et un système de bourse solide. Pourtant, des étudiants dans la situation d'Astrid, il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez. Aujourd'hui, 600 000 étudiants rencontrent des difficultés financières. Ça représente un étudiant sur 4. Derrière ces chiffres se cachent plusieurs réalités. Pour certains, ça signifie moins de bière entre copains, mais pour d'autres, cela reflète des conditions d'études beaucoup plus précaires, comme partager une chambre de 15 mètres carrés à 3, renoncer à aller chez un dentiste ou terminer le mois avec un repas par jour. Parce qu'aujourd'hui, les études, ce ne sont pas uniquement les frais de scolarité, mais c'est payer un loyer, c'est s'acheter un ordinateur, partir faire un échange à l'étranger. Et pour tous ces besoins de plus en plus nombreux, les solutions de financement, elles sont restées les mêmes, les parents ou une bourse de l'État. Quand Astrid était sur mon canapé, j'ai participé à une campagne de financement participatif pour une trottinette électrique. En 15 jours, ce projet a récolté plus de 13 000 €. Et si, au lieu de financer une trottinette, on finançait les études d'Astrid? What If Community était né. L'idée est de créer un système de financement des études supérieures, collaboratif et solidaire, qui bénéficie à tous, contributeurs et étudiants. Concrètement, nous permettons à des étudiants qui rencontrent des difficultés financières de faire appel à une communauté de personnes engagées à leur côté, qui vont leur donner le coup de pouce financier nécessaire pour poursuivre leurs études, mais aussi les accompagner dans la construction de leur parcours. En fait, c'est prendre l'enjeu du financement pour aller un cran plus loin. Pour beaucoup de jeunes, la question du financement n'est pas l'unique difficulté. Construire son avenir est un véritable parcours du combattant. Et si,
on permettait à ces jeunes de mieux s'insérer dans le monde professionnel. Chez What If Community, nous avons fait un pari, celui de miser sur le partage et la transmission entre générations. En connectant ces étudiants avec des diplômés de leurs écoles, des professionnels de leur formation, des entreprises, nous souhaitons valoriser des parcours, des métiers, et pourquoi pas faire émerger les talents de demain de l'entreprise. Nous sommes très fiers aujourd'hui de vous annoncer le lancement de notre site. Voici Hakim, Olivia et Samy. Ils sont tous débordants de potentiel et n'ont aucune envie d'être réduits à la feuille d'imposition de leurs parents ou à leurs origines. Ils sont là parce qu'ils sont déterminés à aller au bout de leurs études. Aujourd'hui, poursuivre des études supérieures est encore trop souvent perçu comme une chance. Alors, what if? Et si on permettait à ces étudiants de financer leur potentiel? Et si on permettait à chacun d'investir dans les talents de demain? Et si on permettait l'égalité des possibles? Merci. Merci Laetitia. Il est d'autres enfants pour qui étudier et apprendre est parfois un peu difficile. Il est des enfants exceptionnels qui nécessitent une prise en charge patiente et attentive. Et c'est donc un job pour un robot. C'est en tout cas la conviction des fondateurs de l'ECA, le lauréat de la catégorie éducation. Ils ont conçu un compagnon unique pour des enfants exceptionnels. Pour que la renaissance digitale soit aussi celle de la douceur, voici Ladislas. Bonjour à tous. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu un coup de foudre un peu particulier. Au croisement d'une passion pour la robotique et d'une rencontre avec un professeur de design, j'ai découvert l'autisme. J'ai découvert que l'autisme, c'était aujourd'hui un enfant sur 100 qui naissait touché par ces troubles. Au bas mot, ça fait un petit peu plus d'1,2 million d'enfants rien qu'en Europe. J'ai découvert que l'autisme, c'était un handicap lourd, mais souvent un handicap invisible. Les enfants autistes, saturés d'informations sensorielles, ont beaucoup de mal à communiquer et à interagir avec leurs prochains. D'ailleurs, on dit souvent qu'ils vivent dans leur bulle. Mais j'ai aussi découvert que pour ces enfants, la technologie n'était pas juste un nouveau confort, mais pouvait être une lueur d'espoir, une accroche qui leur permette de sortir du monde dans lequel ils vivent. Et c'est de cette idée et de cette motivation que mon associé Marine Couteau et moi-même, nous avons décidé de créer Moti. Moti, c'est un petit robot extrêmement mignon, qui est capable de se déplacer, et que nous avons inventé pour aider ces enfants exceptionnels à vivre des vies exceptionnelles. Dès le début de l'aventure, nous avons travaillé main dans la main avec les enfants, bien sûr, les familles et les professionnels de l'autisme pour être sûr que nous puissions répondre à tous leurs besoins. Pour les enfants, par exemple, le robot est un compagnon idéal pour tisser des liens. Il est stable, il est prédictif, il est autonome, il est interactif. Stable, ça veut dire qu'il n'est jamais de mauvaise humeur, il ne fait pas de second degré et il ne se lasse jamais de répéter toujours la même chose. Interactif, ça veut dire qu'il réagit à l'interaction que l'enfant peut avoir avec lui. Si on le secoue, il s'énerve. Si on est gentil, il est content. Si on est méchant, il est triste. Autonome, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une tablette ou d'un smartphone pour le faire fonctionner. Il sait vivre sa vie tout seul. Et enfin, prédictif, ça veut dire que tous ces comportements sont codés à l'avance. Donc il n'y a pas vraiment de surprise pour l'enfant. Pour les familles, sa forme sphérique est extrêmement rassurante. D'abord, la sphère, c'est très très solide. Ensuite, ça lui évite d'aller se coincer comme ça sous des meubles. Facile à aller chercher. Et puis, il n'y a pas de coin pointu ou d'arête tranchante qui pourrait blesser l'enfant. Pour les professionnels, au final, il est paramétrable. Ça veut dire qu'il peut s'adapter aux capacités de chaque enfant. Il est aussi programmable, ce qui veut dire qu'il peut s'intégrer dans tout ce qui est activité, dans toutes les prises en charge. Et il est évolutif, ce qui veut dire qu'il suit l'enfant dans sa progression et dans son apprentissage. Aujourd'hui, c'est plus de 70 enfants qui ont déjà testé Moti. Et ça donne parmi les plus belles parties de cache-cache. Ça paraît simple comme ça, mais c'est en fait un jeu qui est très complexe pour les enfants. Il y a plein de règles, il y a beaucoup d'interactions sociales, il y a du tour à tour, de la temporalité, tous ces concepts qui sont difficiles à appréhender pour les enfants autistes. Et bien, après 3 semaines d'apprentissage et de jeu, 2 enfants pouvaient jouer de manière tout à fait autonome, aller cacher le robot et l'autre devait aller le chercher.
Ça donne aussi Mathieu, un enfant bègue de 5 ans, qui est souvent muré dans son silence et qui, après avoir passé une après-midi entière avec Moti, en compagnie de sa maman, une fois rentré le soir chez lui, s'est empressé d'aller chercher son papa et ses frères et sœurs pour leur raconter toutes les aventures formidables qu'il avait pu vivre avec Moti. Et il n'a pas manqué de redessiner Moti au tableau avec ses petites craies. Et je peux vous dire qu'au niveau électronique, il ne s'est pas trompé. Nous avons prouvé maintenant l'aspect pratique et l'aspect éducatif de ce robot. Nous voulons aller plus loin et montrer cliniquement son impact sur les enfants et sur leur progression. Nous voulons lancer sa commercialisation en 2016 pour que toutes les familles, tous les centres spécialisés, tous les éducateurs de France et du monde puissent utiliser cette petite bulle pour permettre aux enfants de sortir de la leur. Je vous remercie pour votre attention. Il y a peut-être parmi vous des sceptiques, des gens qui se disent « ouais, bon, un robot pour s'occuper des enfants atteints d'autisme, pourquoi pas? Et pourquoi pas un homme bionique ?» Eh bien pourquoi pas justement? C'est en tout cas cette idée qui anime le lauréat de la catégorie Solidarité, My Human Kit. L'idée, ce n'est pas celle de créer l'homme qui valait 3 milliards, mais au contraire, de faire en sorte que les technologies qui peuvent changer la vie ne valent pas 3 milliards. Pour que la renaissance digitale soit au service de l'autonomie, voici Nicolas. Bonjour. Bon alors après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, est-ce qu'on peut dire que la vie est belle? Ah oui. Bon alors, moi avant j'avais une vie normale, enfin une vie ordinaire. En fait j'étais ouvrier, mécanicien et je travaillais dans l'industrie. Et puis un jour j'ai eu un accident du travail et puis j'ai été amputé. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec un moignon mignon, une Mio à la place de la main. C'était pas mieux, plutôt moyen. Voilà. Donc une Mio, on peut faire que ça avec. Voilà. C'est déjà pas mal parce que c'est remboursé par la Sécu. Parce que j'ai la chance d'être en France. Soyons chauvins un petit peu, on est quand même au château de Chambord. 10 ans plus tard, de nouvelles prothèses apparaissent, plus perfectionnées, qui bougent tous les doigts, plus chères, non remboursées. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire que la santé dépendait de nos moyens financiers, eh bien, j'étais en colère. Voilà. J'étais profondément en colère. En parallèle, j'ai découvert le monde des Fab Labs, des makers et de l'open source. Au début, j'y comprenais rien. Et puis en fait, c'est des lieux de fabrication où on trouve des laboratoires de fabrication ouverts au public, où on trouve des machines, des outils pour inventer, fabriquer, prototyper. Et en voyant une imprimante 3D pour la première fois, ben, j'ai pas pu m'empêcher de demander si on pouvait pas fabriquer de ma robot. Et comme ils m'ont pris au sérieux, eh ben, on a décidé de travailler ensemble et de fabriquer la main dont j'avais besoin en m'inspirant des modèles open source sur Internet, c'est-à-dire des modèles libres. Donc on a utilisé une imprimante 3D, des capteurs musculaires, une carte électronique, du fil de pêche, une boîte de Nesquik. Bon, ça c'était sur le premier prototype. Hein. Ça a évolué depuis. Et puis, mine de rien, bah même si on est encore très loin des modèles commercialisés, on a fabriqué une prothèse qui nous a coûté 300 €. Et le modèle que vous pouvez voir là, c'est une prothèse que je suis allé chercher il y a quelques temps en Angleterre, qui est un projet similaire, qui est une prothèse entièrement imprimée en 3D, et c'est sur ce modèle-là qu'on travaille actuellement. Cette main-là a coûté 1 000 € comparé aux 70 000 d'une prothèse perfectionnée. Mais on ne peut pas tout faire avec. Et c'est comme ça qu'est née l'association My Human Kit. L'objectif, c'est de créer des Fab Labs, des lieux dédiés à la fabrication de prothèses de manière open source pour améliorer l'autonomie des personnes handicapées. Parce que si hier, l'objectif, c'était de fabriquer une main bionique à 1 000 € au lieu de 10 000, aujourd'hui, c'est de passer le message pour dire à d'autres personnes que si ça marche pour moi,
alors d'autres peuvent se réparer eux-mêmes leur corps. Et demain, c'est d'avoir demain. Voilà. C'est d'avoir demain, c'est d'avoir des prothèses réplicables, abordables, personnalisées, open source, robustes, qui répondent à un besoin pour favoriser le rééquilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors oui, c'est une révolution technologique, c'est vrai, mais c'est aussi une révolution éducative, parce qu'en fait, ça nous permet d'apprendre différemment et de travailler ensemble. C'est aussi une révolution individuelle, en fait, parce qu'en agissant sur soi-même, on voit son handicap différemment, on l'explore, on le surpasse, et finalement, on va démontrer que le handicap, c'est quelque chose que tout le monde a, et qu'on peut vivre avec, et on peut en donner une autre vision. Et c'est surtout une révolution sociale, parce qu'elle vise l'utopie douce de la santé pour tous, et parce qu'entre nous, c'est quand même pas normal qu'une prothèse coûte un bras. Merci. C'est bon. Oui, parce qu'on peut aussi construire des mains et être poète et faire des moyens mignons que je trouve... Je n'y arrive pas. J'ai beaucoup essayé, je n'y arrive pas. Je vous avais dit qu'ils étaient chouettes. Nous allons les accompagner pendant 6 mois pour les aider à passer un cap. Mais vous aussi, vous pouvez les aider. Vous pouvez donner de votre temps, de votre expertise, juste de votre enthousiasme. Pour ça, il suffit de les contacter. Leurs coordonnées sont sur notre site internet. Et croyez-moi, ils n'attendent que vous. Parce qu'au fond, trouver du sens à la technologie, c'est bien. Mais lui donner un sens, c'est encore mieux. Et ça, nous ne pouvons le faire que tous ensemble. Merci beaucoup. Alexandre. Bravo Alexandre. Donc on a découvert une série d'inventions, de résultats de recherche. On les a découverts parce qu'ils marchent. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Souvent, à cause de biais inconscients. Nos prochaines intervenantes sont 2 scientifiques qui viennent nous expliquer pourquoi et comment. Voici Flora Vincent et Aude Bernheim. Vous ne le savez peut-être pas, mais 90% de la recherche actuelle est fausse. Vous pensez sûrement que, en tant que scientifique, on détient avec nos formules et nos théories une certaine forme de vérité absolue. Eh bien, c'est complètement faux. Les scientifiques sont avant tout des humains et se trompent. Nous avons des convictions, des inspirations et nous faisons des fautes. Prenez l'exemple de René Blondeau, grand physicien du XXe siècle. Il a découvert les rayons N. Vous n'en avez jamais entendu parler? Bien, c'est complètement normal, ils n'existent pas. Pourtant, René Blondeau les a observés et observés encore et encore, même quand la machine qui était censée les produire avait été débranchée à son insu pour prouver qu'il avait tort. Et j'ai bien le regret de vous dire que les scientifiques d'aujourd'hui sont tout aussi biaisés que ceux d'hier. En tant que jeune étudiante, j'ai participé à un projet de recherche sur la potentielle toxicité des organismes génétiquement modifiés, les OGM, un sujet assez controversé. Eh bien, dans l'équipe qui travaillait là-dessus, il n'y avait que des collaborateurs qui étaient persuadés que non, il n'y avait absolument aucune toxicité. Un peu biaisé quand même. Mais ça n'est pas le seul. Au-delà des biais dans le choix des collaborateurs, il existe aussi des biais dans la façon de présenter ces résultats. Par exemple, moi, je travaille sur des micro-organismes marins qui sont responsables de la moitié de l'oxygène que vous respirez chaque année. C'est donc assez important de savoir comment ils sont répartis dans nos océans. Ces 2 graphiques utilisent exactement les mêmes données, à savoir la quantité d'organismes qui sont présents dans mes échantillons. Pourtant, quand on regarde le graphique du haut,
Notre cerveau a l'impression qu'il y en a beaucoup plus que si on regardait le graphique du bas. C'est les mêmes données. La seule différence, l'échelle, qui est logarithmique dans le graphique du haut, est normale dans celui du bas. Et rien qu'en induisant cette toute petite différence, on crée un biais de perception et d'analyse qui peut être fatal. Et des biais comme ça, il y en a des dizaines. Mais il y en a un en particulier sur lequel on voudrait insister. C'est le biais de sexe et de genre dans la recherche. On va vous expliquer. Vous savez, faire de la science, c'est un peu comme faire de la cuisine. Il y a des paramètres dont on a vraiment besoin si on ne veut pas passer à côté de sa recette. Si vous voulez un macaron clair, vous faites une température de cuisson de 120 degrés. Un macaron foncé, température de cuisson 150 degrés. J'ai regardé sur Marmiton. Mais alors, ici, la même variable, à savoir la température, peut conduire à des résultats drastiquement différents en fonction de sa valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on oublie de regarder le sexe des souris sur lequel on teste des médicaments? Sur le marché américain des médicaments, en 3 ans, 4 médicaments sur 5 qui ont été retirés de ce marché l'ont été car ils avaient plus d'effets secondaires sur les femmes que sur les hommes. Et cela, simplement, car les chercheurs n'avaient pas regardé l'effet des médicaments sur les rats femelles que sur des rats mâles, et cela par habitude. Parce que vous comprenez, travailler avec des rats femelles, il faut contrôler les cycles hormonaux, et c'est un peu compliqué pour nous. Alors là, vous vous dites, bon, elles ont choisi des exemples extrêmement pertinents pour illustrer ce propos et ce biais. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'ils ne sont pas spécialement pertinents, juste incroyablement répandus. Aussi bien dans la recherche que dans l'ingénierie. Exemple dans votre quotidien. Un objet, la voiture. Vous savez sûrement comment on teste les ceintures de sécurité? Eh bien, avec des mannequins crash test. Mais vous avez déjà vu un mannequin crash test femme? En tout cas, sûrement pas jusqu'à très récemment. Et bon, même s'il n'y en a pas des femmes, les mannequins crash test, ce sont des hommes standards de 70 kilos. Mais en vous regardant, j'ai pas l'impression que vous êtes tous des hommes standards de 70 kilos. En tout cas, moi, sûrement pas. Alors, je vous vois là, il y en a quelques-uns qui se disent « Ah, ça y est, encore les deux nanas sur scène qui se victimisent, on les oublie partout, même dans la recherche. » Non, alors, nous, on va vous montrer que oublier d'étudier cette variable, ça marche dans les deux sens. Prenez l'ostéoporose. C'est une maladie qui touche plus de 200 millions de personnes par an et qui cause des fractures graves du squelette. Pendant très longtemps, on a pensé que l'ostéoporose était une maladie qui touchait principalement les femmes. Donc toutes les méthodes d'études, de diagnostic, de traitement ont été faites sur des femmes. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'après 50 ans, un homme sur 5 pouvait être la victime d'ostéoporose, mais que les méthodes de diagnostic ne permettaient pas de détecter ces hommes. Alors voilà, dans la biologie, c'est un fait. Dans 60% des cas, nous ne précisons pas le sujet, le sexe de nos objets d'étude. 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si dans toutes les études de physique, 60% on ne précisait pas la température entre l'eau qui bout ou celle qui gèle, on aurait quelques problèmes. L'idée qui est derrière ça, c'est qu'en plus de ne pas préciser le sexe de l'objet d'étude, on est en train de se rendre compte que le sexe de l'expérimentateur a lui aussi un impact. Une étude canadienne a récemment montré que lorsque les rats étaient manipulés par des hommes ou des femmes, leur réaction vis-à-vis de la douleur n'était pas la même. Et oui, ils peuvent détecter la testostérone. Et ce biais est tellement important que la très grande majorité des études sur la neurobiologie de la douleur jusqu'à aujourd'hui seraient complètement fausses. Alors voilà, la recherche doit être corrigée de ce biais. Mais au-delà de produire une science plus juste et plus exacte, prendre en compte ce biais de genre et de sexe peut amener à créer, à penser à des innovations auprès desquelles sinon on serait complètement passé à côté. Alors on vit dans un monde qui est international, qui est globalisé, on communique en permanence avec les États-Unis, la Chine, l'Afrique, l'Australie. Et pourtant, une des rares barrières de la communication qui subsiste, c'est la langue. Alors heureusement, on a inventé Google Translate. Mais parmi toutes les limitations de Google Translate qu'on a déjà vues ce matin, c'est un algorithme qui n'est pas très intelligent, en plus de ça, Google Translate est incapable de faire la différence entre les hommes et les femmes sur des grands corpus de texte.
Je ne sais pas si vous imaginez les quiproquos, le prince de Clèves ou le roi Margot, je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, au-delà de ces deux petits exemples qui sont un peu anecdotiques, il y a un potentiel énorme d'innovation dans l'amélioration de ces algorithmes. Je reviens à mes transports, mais cette fois-ci, les transports publics. Récemment, la Suède a décidé de prendre en compte dans ses politiques publiques des transports le sexe et le genre dans les moindres détails. Et cela a conduit à des changements petits dans tous les détails de ces politiques qui ont eux-mêmes amené des changements énormes au niveau des comportements. Simplement en adaptant, en allant chercher les besoins spécifiques des femmes et des hommes, des nouveaux trajets et horaires de bus ont été créés, ce qui a amené à décongestionner certaines villes à certaines heures. D'un autre côté, des nouvelles infrastructures ont elles aussi été créées pour améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes qui n'osaient pas prendre une ruelle un peu, je dirais, sombre ou quoi que ce soit, avec un arrêt de bus en plein milieu. Eh bien, améliorer ce sentiment de sécurité pour les femmes, ça a été aussi amélioré pour les employés et pour les hommes, et au final, améliorer le bien de tous. Et vous, que vous travaillez dans les sciences et technologies, ou alors dans les services de la communication, du marketing, de l'art, on vous invite à vous poser la question. La première, c'est est-ce que vous travaillez sur un produit final qui touche des hommes ou des femmes? Et la deuxième, c'est est-ce que votre objet d'étude a un sexe? Si vous répondez oui à l'une de ces deux questions, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que cela pouvait changer? Et l'idée, c'est que, en vous posant ces deux petites questions, qui sont toutes simples et qui nous concernent en fait tous, vous puissiez quelque part potentiellement trouver un peu de la place pour de l'amélioration et de l'innovation. Attention, simplement, prendre en compte le biais de sexe et de genre, ce n'est pas du tout faire ça, c'est-à-dire du marketing genré. Faire une calculette rose et une calculette bleue, un rasoir rose, un rasoir bleu, un appareil photo rose, un appareil photo bleu, ce n'est pas prendre en compte l'innovation de sexe et de genre, c'est simplement faire du mauvais marketing. Et ce qu'il y a de pire dans ce mauvais marketing, c'est que pour une raison qu'on n'a toujours pas compris, les prix finissent par être différents pour une couleur différente. On ne sait pas pourquoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est très souvent en défaveur des femmes et que ça a récemment été dénoncé comme la Women Tax par le collectif Georgette Sand. Alors l'origine de ces biais dans la recherche, en réalité, elle est double. La première, c'est le poids des préjugés. Et la deuxième, c'est la limitation dans les outils. Vous savez, au moins quand on a commencé à faire de la science, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'était pas tout à fait représentés. Alors certes, on a la parité dans les lauréats de l'échappée volée. Après, je ne sais pas vous, mais nous, on a un peu tiqué au niveau des intervenants, parce que bon, 4 sur 20, c'est quand même pas GG. Mais nous, quand on regarde... bon, on était obligés. Hein. Mais quand on regarde en sciences aujourd'hui, il y a 30% de femmes chercheurs. En France, en Europe et même dans le monde. Il y a 8% des présidents des universités en France qui sont des présidentes et 0,5 universités qui portent le nom d'une femme parce que Pierre et Marie Curie, ça compte même pas pour 1. Oui. Et ça a des réelles conséquences sur la façon de penser et de faire de la recherche. Mais pas que la recherche. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ça a aussi une conséquence sur la façon de faire et de penser la renaissance digitale. Alors avec Aude, on a décidé un peu d'y remédier en créant WAC Science. C'est une association qui vise un peu à dégommer ces stéréotypes en montrant un peu la science comme on l'aime, comme on la fait, comme on la sent, en créant des outils qui sont un peu ludiques et qui permettent notamment une application smartphone qui vous permet de compter les ratios hommes-femmes dans vos réunions ou dans vos conférences, parce que le meilleur moyen de prendre conscience, ça reste de compter, et c'est là qu'on réalise qu'il y a réellement un biais. Et la deuxième limitation, ça a été toujours l'impossibilité d'étudier ces biais. Bah oui, en science, on est quand même limité par le nombre de données qu'on a. Quand on veut étudier un cerveau, si on en a 5, on va pouvoir dire ce qu'il y a à peu près en commun, mais on aura du mal à étudier ce qu'il y a de différent. Et grâce à des initiatives comme cette application ou toutes les applications de sciences citoyennes qui sont en train d'être développées, on peut aujourd'hui non plus s'intéresser à ce qui est commun, mais à ce qui est variable. Et ça, c'est tout l'apport de la big data et de la mutualisation des données dans la science, pouvoir mieux étudier ces biais. Corriger ces biais,
dans la recherche, et puis même en général, et surtout ceux de sexe et de genre qui sont particulièrement mésestimés. Ça permet d'une part de faire une recherche qui est plus exacte, mais aussi d'aboutir à une innovation et donc une société qui serait plus ouverte, plus inclusive et plus juste. Merci. Bravo. Bravo. Merci. C'est vrai que la représentation des femmes aujourd'hui à la conférence n'est pas à la hauteur de cette ambition, mais je vais vous faire un aveu. D'abord, quelles que soient les conférences que nous organisons, et nous en organisons depuis 6 ans maintenant, systématiquement, lorsque nous ne faisons rien de particulier, nous avons 30% de femmes, 70% d'hommes. Il y a une raison probablement très simple à cela, c'est quand vous demandez à une femme de venir intervenir sur cette scène, elle vous répond « Attendez, je connais quelqu'un très très bien qui pourrait peut-être me remplacer ». Et c'est souvent un homme. En revanche, quand vous proposez à un homme, très fièrement, il accepte et il vient sur la scène. Alors, quand en plus on organise une conférence sur des questions scientifiques, technologiques, je vous garantis que c'est très compliqué, mais je note la remarque et on fera encore plus d'efforts la prochaine fois. Notre prochain intervenant est un artiste. C'est un violoncelliste que j'ai découvert il y a peu de temps. Il a joué avec les plus grands orchestres de France et à l'étranger. C'est un ancien professeur de l'école du Collège de musique de Londres. Il enseigne au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il vient nous expliquer comment il met le classique au cœur de la modernité. Voici Jérôme Pernaut. Il y a quelques années, j'ai été invité par des étudiants de l'IUT de Poitiers pour présenter mon travail de musicien. Et cette séance a changé ma relation avec le public. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je suis avec une vingtaine d'étudiants et j'essaie de leur montrer ce qu'est une modulation en musique. Alors je leur joue un accord et je leur demande de l'associer à une couleur. Alors quelqu'un me dit, ça c'est bleu. Pourquoi pas? Ça peut tout à fait être bleu. Alors je vous joue un morceau bleu. Tout ça, c'est dans cette tonalité de bleu. Puis, changeons de couleur. Quelqu'un me dit, c'est rouge. D'accord. C'est rouge si vous voulez. Alors, simplement, il faut savoir qu'un compositeur classique a pour mission de changer de couleur au cours d'un même morceau le plus élégamment possible sans qu'on s'en aperçoive. Alors, pour leur illustrer, je leur joue le célèbre prélude de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle seul qui commence bleu, c'est-à-dire comme ça. On est toujours dans la même tonalité. Et là, il se passe quelque chose. On est passé en rouge. Alors, je continue le morceau de fil en aiguille jusqu'au bout et les étudiants suivent les différentes couleurs, ils sont captivés. Et à la fin, un étudiant vient me voir et me dit cette phrase, « Je n'avais jamais réalisé que pour apprécier la musique, il fallait l'écouter vraiment. » Alors pour lui, la musique était, mais comme pour beaucoup, une espèce de papier peint, une ambiance. Et là, j'ai réalisé la différence de perception entre la mienne, alors que je suis dans la musique depuis que j'ai 5 ans, et la sienne, alors que jamais personne ne lui avait fait écouter de musique.
C'est dommage, parce que si j'écoute, je reçois. Si je reçois, je peux être ému. Et bien sûr, quand on écoute, on peut être ému, mais quand on écoute vraiment, on peut même s'apercevoir que l'auteur nous raconte quelque chose. Si vous écoutez un trio de Schubert, par exemple, vous entendez que Schubert vous raconte quelque chose de lui, vous percevez sa tristesse, sa nostalgie, sa joie, enfin toutes ces émotions qu'on vit tous, bien sûr, mais qui là sont sublimées par l'harmonie des sons. Alors si vous avez envie, chez vous, vous passez de la musique, vous avez envie de savoir ce que ça raconte, ce que l'auteur vous raconte, alors dites-vous que c'est de la musique de film, fermez les yeux et laissez-vous imaginer le film. Je suis sûr que c'est ce que Stanley Kubrick a fait quand il a écouté Schubert. Et comme l'étudiant de Poitiers, il a parfaitement senti cette modulation, parce que c'est à cet endroit exactement, écoutez bien, que Barry embrasse Lyndon. C'est un chef-d'œuvre du cinéma, mais chef-d'œuvre musical aussi, ce trio de Schubert. Et ces chefs-d'œuvre, en fait, ont construit notre civilisation. Or, c'est ce qui fait qu'on peut comprendre ces chefs-d'œuvre sans même connaître. Et s'il n'y a pas besoin de connaître, alors on peut casser les codes. Et c'est ce que je me suis dit, pour faire aimer cette musique que j'aime, il faut casser les codes du classique. Il faut changer les formats des concerts, il faut faire des formats plus courts, il faut faire jouer les jeunes, on peut même faire des programmes qui racontent des histoires. Et pour faire tout ça, il faut absolument un lieu pour incarner tout ça, parce que c'est dans un lieu qu'on se rencontre, qu'on partage, et la musique, c'est une affaire de relation d'être humain à être humain. Alors voilà, depuis mes débuts, en fait, j'ai un rêve. C'est ce lieu, c'est d'avoir ce lieu. Parce que il faudrait un lieu convivial, un lieu où c'est très simple d'aller sans réserver, voilà, comme on irait au cinéma juste pour se remplir de musique. Et ce lieu, je l'avais dans mon rêve. Ce lieu, c'est cette salle, une salle qui n'est pas très connue, qui est dans le 17e arrondissement à Paris, qui s'appelle la salle Cortot. Alors pourquoi cette salle? Parce qu'elle a l'architecture, la taille parfaite et l'acoustique parfaite pour la musique de chambre. Le seul défaut qu'elle a, c'est que l'entrée n'est pas très conviviale pour le public, mais musicalement, elle est absolument parfaite. Eh bien, un jour, j'ai reçu un coup de fil, c'était le 1er février 2013. Je reçois un coup de fil d'une dame que je ne connais pas, une dame formidable, qui vient d'être nommée directrice de l'École normale de Paris, l'École normale de musique de Paris, et qui demande un rendez-vous, on se rencontre, on parle, et elle me propose de monter un projet sur la musique de chambre. Eh bien, figurez-vous que c'est dans l'enceinte de cette école, justement, que se situe cette salle Cortot. Alors évidemment, je lui dis mon enthousiasme, je lui signale quand même ce problème de l'entrée du public un peu sombre, un peu exigu. Et elle me dit, c'est drôle que vous me parliez de ça, parce que justement, on vient de voter un budget pour refaire l'entrée, refaire le foyer tel qu'il était à l'origine. Alors, formidable, je signe tout de suite, évidemment. Et miraculeusement, je trouve une équipe extraordinaire pour travailler avec moi bénévolement pour monter ce projet. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur, le grand plaisir de vous annoncer l'ouverture du Centre de musique de chambre de Paris dans cette salle Cortot le 21 novembre prochain.
Alors bien sûr, j'espère que vous allez venir. Et puis quand vous viendrez salle Cortot un soir, vous allez voir, c'est complètement différent des autres salles, des salles habituelles de concert, parce que, bon, déjà, vous allez prendre une carte d'abonnement, hein, parce que l'entrée vous reviendra à 5 €. Ça casse un peu les codes aussi. Et surtout, vous allez vous balader dans ce foyer, flâner, voir des livres sur la musique, des enregistrements. Et puis à 20 h, vous rentrez dans cette salle extraordinaire pour un concert d'une demi-heure. Vous allez avoir un trio, un quatuor de jeunes talents qui vont vous jouer un chef-d'œuvre. Et puis ensuite, vous allez boire un petit verre et dans ce lieu convivial, nouveau. Et pendant l'entracte, on vous proposera de découvrir une œuvre. Alors seulement si vous le souhaitez, bien sûr, mais une œuvre qui vient d'être composée et qui est jouée par le compositeur lui-même. Si ça vous plaît, vous participez à un financement online, un financement en ligne, et vous commandez à ce compositeur, par ce financement, une nouvelle œuvre pour l'année prochaine. En un clic, vous devenez mécène, producteur, programmateur. À 21 h 30, vous avez un autre concert, alors donné par la troupe du centre, c'est une troupe permanente, et que des jeunes musiciens. Puis quand vous rentrez chez vous, si vous avez envie de poursuivre l'expérience, vous pouvez aller sur notre site et trouver des expositions virtuelles qui vont vous montrer tous les documents qui ont servi de source d'inspiration pour les musiciens, de la peinture, de la poésie, des textes historiques, etc. Bref, vous l'aurez compris, ce projet est construit sur la confiance en un public intelligent, qui a du goût, qui a des envies, qui fait des choix. Et ce qui me touche le plus, finalement, dans cette histoire, c'est que le lancement de ce site a été actionné, de ce centre, par un site de financement participatif sur KissKissBankBank, où des gens ont donné comme ça 10 €, 50 €, 1000 € parfois. Ils donnent encore, aujourd'hui d'ailleurs, pour que ce lieu existe. Et ce sont des personnes qui ont senti que notre monde a changé, qu'ils peuvent agir. Et puis aussi que peut-être il est devenu tellement grand ce monde que l'urgence, c'est de se retrouver, de retrouver l'échelle humaine. Dans ce monde, ce nouveau monde numérique, vous le savez, nous sommes connectés à tout, sauf à nous-mêmes. Parce qu'en réalité, il faut se déconnecter de tout pour pouvoir rentrer en contact avec soi. Et seulement là, à ce moment-là, il y a la possibilité de grandir en se nourrissant de la beauté du monde, la beauté d'un oiseau qui vole dans le ciel, la beauté d'un arbre, celle de la Voie lactée, mais la beauté créée par l'homme aussi, l'art. Et ma conviction profonde, c'est que c'est dans l'intimité que la beauté peut agir sur nous. Cette intimité, la musique de chambre peut l'offrir. C'est un trésor que tout le monde peut partager. Il suffit d'écouter.
Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci. Le vivant est d'une toute autre nature que le numérique. Le numérique est discret, le vivant est continu. Le numérique est exponentiel, le vivant est linéaire. Que se passe-t-il quand le temps du numérique prend le pas, littéralement, sur le temps du vivant? Nous recevons à présent quelqu'un qui a connu cette expérience, je dirais presque dans sa chair. Il a connu cette collision. C'est un journaliste, il a été longtemps hyperconnecté, il s'avère que lui aussi est docteur en sciences politiques. Hyperconnecté, addict au net, il a récemment écrit un livre qui personnellement m'a bouleversé parce qu'il a évoqué chez moi des choses qui parlent. Je vais vous laisser avec Guy Birenbaum. Bonsoir à tous. J'ai vu tout à l'heure pendant le formidable numéro de Moula que vous êtes tous formidablement connectés. J'ai vu tous vos téléphones. J'ai vu aussi sur Twitter, que je suis allé consulter 1 ou 2 fois, pas plus, que le mot-clé échappé 15 était en tête des top tweets. Vous n'arrêtez pas de tweeter, de facebooker, de faire des Instagram. On a vu dans les téléphones des gens ici, vous faites même des selfies. C'est votre droit. Peut-être que c'est un peu trop. Je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui faisait des Instagram, qui faisait des selfies, qui faisait du Facebook, qui faisait du Twitter, qui en faisait beaucoup, qui en faisait trop, très probablement. Alors, je ne me permettrai pas de vous demander où est votre téléphone la nuit, s'il est sur votre table de nuit ou sous votre oreiller. Pour ce qui me concerne, à cette époque, je consultais mes messages, tous mes messages, avant même de faire pipi. Vous l'avez compris, ce mec, c'est moi. J'étais hyper connecté, journaliste comme l'a dit Michel, journaliste sur une radio qui s'appelle Europe 1 pendant 7 ans, où j'avais une chronique le matin, une émission le soir, et j'écrivais aussi sur le web, sur un site d'information, sur plusieurs sites d'information, mais à la fin c'était sur le Huffington Post. Ma journée se découpait de la manière suivante: 4h30 tu te lèves, tu pars en courant, non pas sous la douche, mais checker tes messages. Tu refresh, ça donne de la dopamine, les scientifiques le montrent. Et puis, tu cours sous la douche, le téléphone n'est pas loin, tu vas sur ton écran, tu peaufines ta chronique, tu pars à la radio, tu n'oublies pas ton téléphone, bien sûr. Ça m'est arrivé, je suis reparti le chercher en courant. Dans la voiture, tu regardes déjà ce qui se passe sur Twitter. Oui, c'est mal. Tu arrives à la radio, tu discutes avec les copains, tu bosses, tu fais ta chronique. Tu repars de la radio à toute vitesse, aussi vite que tu es venu, parce que tu veux accompagner tes enfants à l'école. Dans la voiture, tu continues à discuter avec tes copains que tu viens de quitter, tu tweets, tu Facebook, tu regardes tes mails. Arrivé à la maison, tu embrasses à peine tes enfants, mais tu vas avec eux à l'école. Tu descends l'escalier en colimaçon, j'ai une oreillette dans l'oreille gauche, j'écoute la radio, mon téléphone dans la main droite, je discute avec mes copains. Il est très probable que mes filles et ma femme m'aient parlé à cette époque. Je peux vous dire que je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Alors, naturellement, la journée continue. Je me mets devant mon écran. À ce moment-là, j'écris mon papier. Je vais vite pour écrire mes papiers. J'attends les premiers commentaires. Refresh, dopamine. Commentaires, dopamine. Et puis là, je pars courir. Parce que j'adore courir. Ça fait 7 ans que je cours 7 km tous les jours. 7 km tous les jours pendant 7 ans. Oui, des endorphines. Je cours. Je reviens tout de suite, avant de me doucher, avant de boire, sans étirement, les commentaires. Refresh. Et puis, il faut commencer à préparer l'émission du soir. Je prépare, je pars à la radio tout en continuant toute la journée à dialoguer avec les internautes. J'arrive à la radio, nous écrivons l'émission à 2, nous faisons l'émission à 2. Il est 21h, l'émission est terminée. Pendant que je suis dans la voiture pour rentrer à la maison pour dîner, je regarde les messages, je check les tweets, les statuts Facebook, je réponds aux mails, je m'installe devant mon écran une fois arrivé. Et puis là, je continue à dialoguer. Je vais coucher mes filles, c'est-à-dire que
Je monte l'escalier, pas celui en colimaçon, l'escalier intérieur, je les regarde, elles sont couchées, ma femme s'occupe d'elles, et puis je me remets sur l'écran jusqu'à minuit, et puis je me couche, je tombe, et je me relève à 4h30 du matin, en sueur, souvent en sueur. Alors forcément, mon patron a trouvé que c'était trop, et à la fin de la saison 2013, il m'a dit « Guy, tu arrêtes le matin ». Mon cerveau n'a pas compris. Mon cerveau a continué à fonctionner de la même manière, c'est-à-dire 4h30 du matin. Alors j'ai tapé plus fort puisque je n'avais plus de chronique le matin, à la recherche de l'adrénaline perdue, comme dirait Marcel Proust. J'ai tapé plus fort, j'ai couru plus vite, plus longtemps. Au milieu de l'hiver, au début de l'hiver, j'ai commencé à avoir mal. Mal ici, du côté droit au ventre, mal ici. Ma femme me faisait des bouillottes quand je rentrais. Et puis j'ai eu des palpitations. J'avais un cœur de sportif, je n'ai jamais eu d'arythmie de ma vie. Je me suis mis à avoir des palpitations cardiaques nécessitant un examen approfondi. La transpiration a continué toutes les nuits. J'ai fait tous les examens médicaux de la Terre, jusqu'au plus désagréable. Eh oui. Une formidable généraliste a fini par me dire « Monsieur, vous n'avez rien. Enfin, si. Vous avez un burn-out. » Je ne connaissais pas bien ce terme. Et elle m'a dit « Je vous arrête. » Un peu comme on dit « Je vous arrête » comme ça. Me voilà à l'arrêt et elle rajoute « Il va falloir que vous alliez parler et voir quelqu'un. » Sur le moment, je n'ai pas bien compris. Puis ensuite, j'ai compris. Vous aimez les lasagnes? Vous savez comment c'est fait, les lasagnes? Couche comme ça, on met la pâte, on peut mettre de la béchamel. Les Italiens détestent qu'on mette de la béchamel, mais on peut mettre de la sauce, il y a de la viande, il y a la sauce tomate, vous connaissez toutes les couches, et puis il y a du gratin. Eh bien, ma dépression, car c'est l'image qui me semble le mieux parler de ma dépression, car c'est une dépression dont il s'agit, c'est une vraie dépression. Ce n'était pas un simple burn-out. Et il a fallu 12 à 13 minutes, moins que le temps de cette intervention, au psychiatre pour s'en rendre compte en me faisant lâcher prise. Le trop de Facebook, le trop de Twitter, le trop de course à pied, le trop d'ego, le trop de prétention, le trop d'arrogance, le trop de violence, le trop de web, ça cachait quelque chose. Ça cachait quelque chose d'autre qu'un simple épuisement professionnel. Ça cachait quoi? Je ne savais pas. Alors il a fallu que je m'écroule pour le comprendre. Quand je vous dis que je m'écroule, c'est au sens propre. J'ai passé 2 mois d'arrêt de travail, dont 1 mois et demi à peu près couché. Couché sans comprendre. Et j'avais peur. Mais je ne savais pas de quoi j'avais peur. Si, j'avais peur de la première voiture qui passait le matin. J'avais peur du volet de ma voisine. J'avais peur des goélands à la mer. Moi qui adore la mer et qui ai une maison au bord de la mer, j'avais peur de tout. Alors, j'ai essayé de comprendre, et pour essayer de comprendre, la manière dont les faux liens du web avaient remplacé probablement les vrais liens de la vie, il a fallu que je bosse avec ce psychiatre, psychanalyste, même si je n'étais pas vraiment en état. Alors il m'a fait parler, il m'a fait revenir à mon enfance, et puis il m'a fait parler de mes parents. Mes parents, Toba Zilberstein et Robert Birnbaum. Rafle du Veldiv, 1942. Toba, jeune fille de 14 ans, sera cachée pendant 2 ans dans Paris, sauvée par une juste. Robert Birnbaum, grand résistant, héros. 16 ans et demi, 17 ans, FTP Moy, pour ceux qui connaissent, la main-d'œuvre immigrée, Manouchian, la compagnie Reimann. Robert Birnbaum, comme tous ces résistants, avait un pseudo, un blaze. Il s'appelait Guy. Merci papa, merci maman. Le lien avec le web, il est très simple. C'est sur le web qu'un jour, on m'a traité de juif. Jamais, à l'école, à la fac, au boulot, nulle part, personne ne m'a traité de juif. Pas gentiment traité de juif. Youpin crétin, c'est venu sur Twitter. Le camp de concentration en Lego envoyé à mon ami David Abiker, il est venu sur Twitter aussi. Et puis la vidéo
que j'ai découvert le 26 janvier 2014, où en plein Paris, face caméra, de gentils jeunes gens scandaient « Juif, la France n'est pas à toi », c'est aussi sur le web qu'elle est venue jusqu'à moi. J'ai cru que ça ne me touchait pas, que je n'avais pas mal, que ça ne me concernait pas. Mais le web a multiplié ma peur. Alors, soyons clairs, contrairement à ce que certains journalistes qui ont parlé de moi ont pu dire, j'ai pas fait une dépression parce que j'étais trop connecté, ça veut rien dire, c'est idiot. En revanche, l'hyperconnexion, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est un symptôme de la dépression, un des symptômes de ma dépression. Alors, après, forcément, une brioche, aussi bizarre que ça puisse paraître, une brioche m'a sauvé la vie. Une brioche au raisin. C'était place Victor Hugo, j'allais chez le dentiste, j'avais envie de rien depuis des semaines. Mon cocktail, c'était banane, chocolat Milka. Et là, je vois cette brioche et j'ai envie de cette brioche. On est à peu près fin avril 2014. Il n'y a pas beaucoup plus qu'un an. Je prends cette brioche, je la dévore. Je vais chez le dentiste. En sortant de chez le dentiste, moi qui ne parle à personne, sauf à ma femme et à mes enfants depuis 1 mois et demi, j'ai envie d'envoyer un message à mon copain David qui m'appelle tous les jours. Je lui fais un SMS, il saute sur l'occasion, on se voit. On va dans un jardin d'enfants. Ça tombait bien. Et il voit son copain qu'il n'a pas vu depuis 1 mois et demi, pas rasé, les cheveux longs. Il dit « ça te va bien ». Il est sympa David. On papote, ça se passe pas si mal. Le lendemain, 3 copains, 3 autres amis avaient préparé un guet-apens. Ils avaient réussi à me convaincre de déjeuner avec eux. La machine était repartie. Le moteur redémarrait en crachotant, en tout sautant, mais c'est arrivé. C'est arrivé parce que le médicament. C'est arrivé parce que le psychiatre, psychanalyste, fantastique. Parce que ma femme, parce que mes amis, parce que mes patrons hyper corrects, parce qu'un autre patron qui m'embauchera après en me sortant de la situation qui n'allait pas. J'ai eu toutes les chances. Je suis un privilégié et je mesure tous les jours, avec les mails que je reçois suite à mon bouquin, la difficulté pour ceux qui sont tout seuls de se sortir de cette situation. Alors, s'il y a des gens ici qui sont un peu cramés par le boulot, peut-être trop connectés, qui ont peur de se paumer sur le web, j'ai quelques trucs à vous donner pour finir. Juste des petits trucs, pas prétentieux, les miens. Premier truc, j'ai retiré toutes les notifications de ce putain de téléphone. Le deuxième truc, c'est la concentration. Je sais que c'est très à la mode, c'est la une du Point, et j'avais trouvé ça tout seul avant eux. Je lis des livres, je relis des livres, je lis du papier. Troisième chose qui me semble tout aussi importante, c'est pas d'écran le week-end avant 11h ou midi, sauf aujourd'hui. Désolé. Quatrième chose, ça c'est très perso, mais je vous conseille de faire pareil. On a un chiot, il a 8 mois, il fait 30 kilos. C'est un berger australien, il a les yeux bleus, il s'appelle Jedi. Il me promène tous les jours pendant 1h30. Là, je ne vous vois plus. C'est chouette d'ailleurs, c'est mieux. Je ne vois rien en fait. Vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez. Je ne les verrai pas pendant 1h30 pendant que mon chien me promène. Voilà, dernier truc. Les buzz, les vidéos qui cliquent, les trucs qui claquent. Laissez tomber, c'est pas intéressant. En tout cas pour moi, c'est plus intéressant. J'ai mesuré comment le temps réel et l'instantanéité m'avaient brûlé et comment les objets qui me rapprochent de ce temps réel et de cette instantanéité m'ont cramé. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas déconnecté. Je suis juste, comme le disait Jérôme, reconnecté à la vie. Merci. Merci Guy. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Alors, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes très en retard et je sais que certains d'entre vous prennent un train et il faut que vous soyez sortis de cette salle maximum à 19h15 parce qu'une navette part à 19h30 pour la gare. La bonne nouvelle, c'est que nous devions avoir 2 intervenants et finalement, un d'entre eux nous a fait faux bond. Devinez qui? Jacques Attali, qui n'est pas là. En revanche, nous allons diffuser la petite vidéo qu'il nous a envoyée sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. À présent, nous allons donc conclure par quelqu'un... Nous allons donc conclure par quelqu'un qui m'est cher. Est-ce que nous sommes réellement un robot biologique? Est-ce que nous sommes réellement, notre corps est une machine et notre esprit un agrégat d'algorithmes? Pour parler de ces sujets, nous allons accueillir un docteur, encore un, en biologie. Il est aussi psychanalyste. Je vous laisse avec Miguel Benassayag. Bon, ça fonctionne ça? Ils m'ont dit de m'asseoir là, de ne pas dépasser 12 minutes, parce que je ne veux pas que vous loupez le train. Mais moi, ça fait quelques heures que j'écoute et que j'écoute. Ça a commencé par un Américain du Nord optimiste, ça finit par un Américain du Sud critique. Alors, j'avais préparé un PowerPoint très très bon. Je crois que l'Américain du Nord me l'a piqué. J'ai dû faire dans un carton de Pizza Hut, j'ai dû faire mon intervention. Bon, on va s'arranger comme ça. J'ai des mauvaises nouvelles, comme dirait Michel. Une, je n'ai pas de projet pour sauver des millions de vies, contrairement à mes prédécesseurs. C'est horrible. C'est horrible. En ayant fait ma médecine dans les siècles derniers, j'étais choqué de voir que les antibiotiques étaient assimilés à une bombe H. Je n'ai même pas la possibilité de faire des millions de lampadaires. Et le pire, je n'ai pas de sous pour l'acheter une trottinette à Astrid. Alors, je suis désolé. Je vais commencer mon petit truc sur les trucs de Pizza Hut. L'espèce humaine, elle a connu 3 grandes ruptures. La première est celle qui la rend humanité. C'est la rencontre avec la langue. La deuxième, c'est la rencontre avec l'écriture. Et la troisième est la révolution digitale, effectivement. Dans ces 3 ruptures, l'humanité a eu exactement la même idée. L'idée judéo-chrétienne platonicienne de se débarrasser du corps. Avec la langue, on a voulu devenir pure langue. La langue était la vérité. Platon nous explique que le monde, les ciels des nombres, n'est-ce pas, est la vérité et que nos corps corruptibles sont un reflet, les simulacres. Avec l'écriture, pareillement, il y avait l'écriture sacrée qui était la vérité. Eh bien, le digital est arrivé, c'est le dernier, et il nous dit aussi, on va se débarrasser du corps, finalement, c'est la nouveauté. La nouveauté, ça fait des millions d'années que la pauvre et petite espèce humaine essaie de se débarrasser de son corps. Alors, dans le digital, il y a quelque chose de très nouveau. C'est que c'est la même chose que toujours, d'une part. D'autre part, effectivement, c'est qu'avec la langue, l'espèce humaine a eu des conflits pendant quelques millions d'années. Avec l'écriture, depuis 5000 ans. Donc on a colonisé un peu. Avec le digital, vous avez entendu mes prédécesseurs,
sauf les deux petites collègues biologistes. Non? Mais alors là, ça arrive à une rapidité que la conflictualité va être compliquée. Bon, on veut tout modéliser, il faut tout modéliser, c'est très compliqué, mais on parlera. Jean Copin, journaliste à l'IB, avec lequel on a fait un petit jeu. Lui, pendant un mois, il a étudié dans le web tout ce qu'il y avait sur la Tunisie. Et Jean Copin, le gros Robert, qui est allé au Club Med en Tunisie, pendant un mois. Quand le gros Robert est revenu, on l'a mis à côté du mec de l'IB et on a dit, lequel de deux connaît mieux la Tunisie? Alors effectivement, si nous pensons comme la renaissance digitale, que tout est information, les mecs de l'IB, ils avaient beaucoup plus d'informations sur la Tunisie. Mais il y a une différence entre information et connaissance. Les gros Robert avaient mis son corps dans la Tunisie. Vous comprenez? Son corps avait été affecté, c'est-à-dire ce truc corruptible, le corps. Vous avez entendu parler? Alors effectivement, le problème du mec de l'IB, c'est qu'il ne pouvait pas tout modéliser, Il avait des limites. Il y avait toujours du bruit. Là, le bruit était les gros Robert, effectivement, le corps du gros Robert, qui n'était pas tout à fait encore modélisable. C'est dommage. C'est dommage si vous connaissez Robert. Alors, le problème, c'est que pour Robert, il y avait des limites. Larges, mais des limites. Et donc, les limites lui permettaient d'avoir quelque chose d'absolument aberrant pour notre époque digitale, du sens. En tant que les journalistes de l'IB, dans une information illimitée, il y avait du mal à donner du sens. Parce que comment donner du sens si l'information elle est illimitée? Comment donner du sens si c'est l'infini? Peut-être que le corps du gros Robert était la condition pour avoir du sens dans la vie. Peut-être, je dis. Alors, les limites de Robert, les failles de Robert, c'est ce qui permettait que la vie ait du sens. En tant que, pour les journalistes de l'IB que je nommerai pas, sauf à la fin, effectivement, il pouvait avoir des défaillances. Alors, je sais que vous devez prendre les trains, je vous dis juste, il y a une différence énorme entre les failles structurant la vie et les défaillances d'une bécane. Croyez-moi sur parole. Alors, effectivement, on veut augmenter, on va augmenter l'homme, on va faire mourir la mort. L'autre jour, j'étais dans un congrès des transhumanistes et j'arrive, je me crus revenu à mes années d'internat en psychiatrie. Il y avait une nana, qui intervenait avec véhémence, elle disait « Et si on veut mourir dans une société transhumaniste ?» Et il faut la médiquer, je dis, il faut la médiquer. Je me suis même fâché avec celui que j'ai pris pour l'interne des gardes, parce que je dis, tu as une nana qui dit qu'elle veut avoir le droit de mourir et tu ne la médiques pas. Et alors, sans parler de ce monde fantastique qui va chaque fois mieux, comme il a dit mon ami Michel, dans lequel en Afrique et en Amérique du Sud, les amis, on a le droit de mourir, et même jeune. Alors, effectivement, on veut augmenter. Alors, à la NASA, il y a des études très très sérieuses pour dormir moins. Parce qu'effectivement, ça sert à quoi de dormir? Dormir moins, réduire le temps de sommeil. Je crois entendre dire aussi qu'on pourrait profiter du temps de sommeil, mais bon, je ne vais pas quand même me moquer de tout le monde parce que vous mélangez en sortant. On veut améliorer la mémoire. Là, heureusement, il y a deux petites biologistes qui savent que la mémoire animale et la mémoire humaine fonctionnent sur un principe fondamental, l'oubli. Une mémoire humaine et animale en général, mais la mémoire humaine, tant qu'elle est saine, tant qu'elle n'est pas dans un devenir de psychotisation, de dissociation, elle fonctionne sur la transformation des souvenirs et l'oubli. Alors, pour ceux et celles qui encore
lisse avec des papiers, il y a mon compatriote Borges, Jorge Luis Borges, qui a écrit un très bon conte qui s'appelle Funes le Mémorieux, qui est un mec qui subit la torture terrible de ne pas pouvoir oublier. Alors, finalement, on dit, on veut vaincre la mort. J'ai un copain, Pedro, qui lui travaille dans mon équipe de biologistes avec des nanos, donc je ne suis pas un obscurantiste total, qui m'a dit, mais Miguel, tu as raison, mais moi, si on me donne un ticket pour 100 années encore, je les prends. Mais vous savez quoi? Pedro, qui était résistant à l'époque de la dictature, Pedro qui a trouvé ses vaccins grâce aux nanos pour un mal que peut-être certains connaissent, le Chagas-Maza, qui est un mal de la pauvreté, toute cette force que Pedro a mis pour résister à la dictature, pour faire la recherche, il l'a mis parce qu'il savait qu'il avait les temps comptés. Si quand tout à coup, Pedrito, il doit passer l'arme à gauche, on lui dit, écoute Pedrito, bonne nouvelle, il y a Alexandre qui va te donner 100 ans de plus. Ben, le mec, il dit, ben non, non. Et la dimension tragique de la vie, et l'essence de ce que j'ai fait jusqu'ici, non. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire. Parce que d'un point de vue d'un organisme vivant, l'étropisme, l'augmentation, il est 100%. Si on vous dit, vous voulez vivre 100 ans de plus, 100% oui. Mais un organisme obéit à des mécanismes complexes et contradictoires dans lesquels les tropismes pour arrêter, ils sont aussi 100%. Tant que nous ne pouvons pas, dans nos laboratoires, travailler la science, elle est prisonnière des crédits qui veulent l'augmentation. Tant que dans nos laboratoires, on ne pourra pas travailler sur les limitations organiques qui poussent à ces tropismes 100% d'augmenter, mais 100% d'arrêter, 100% d'être éveillé, mais 100% de dormir, on ne comprendra pas pourquoi notre société a beaucoup de vieux, mais il y a très peu d'anciens. Très peu d'anciens. Alors effectivement, il y a un copain, un collègue, Alain Cardon, qui travaille dans l'intelligence artificielle, vous devez connaître, qui a dit, c'est vrai, il y a des failles, les failles sont très importantes. Donc il a construit un système de conscience artificielle et il a introduit une faille. Alors, je vous dis comme ça rapidement, il a vendu à l'armée de l'air française à quelques millions d'euros un système de conscience artificielle avec un bug. C'est une bonne idée. Alors, juste parce que là, il me reste 43 secondes avant de vous faire louper votre train, je dis juste comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a tant de petits génies de la Silicon Valley qui envoient leurs enfants à des écoles sans écran, sans digital, et dans lesquelles on apprend les grecs et les latins anciens? C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Alors nous sommes entre deux fascinations. La fascination de toujours plus, et on y va à la fuite en avance, et la fascination de la tradition et les limites religieuses ou les limites moraux. Les deux sont fascinants. Vous voyez bien la montée des intégrismes qui disent il faut des limites. Chez nous, c'est un peu plus sympa. C'est la Pachamama, la mère terre, vous voyez. Mais donc, la fascination des limites qui viennent d'en haut. Et la fascination de la fuite en avant qui va par là. Au milieu, nous, on va se faire ratatiner, comme à chaque fois. On n'est pas fascinant, mais ça vaut la peine, parce que ça ressemble beaucoup à une vie. Alors, effectivement, j'ai le temps de conclure. Une minute, d'accord. Alors donc, je vous saute une partie très romantique, poétique, sur les nids des oiseaux. J'avais raconté à mon ami Bastien, il m'a dit ça fait un peu neuneux, alors non. Je vais vous dire une consultation en gériatrie, psychiatrique bien sûr, neurologique, que j'ai eue il y a quelques jours. Il arrive un monsieur de 90 ans qui est en très bon état, sauf que bon, il traîne un peu la patte, je ne sais pas quoi, en bon état. Et il me dit, je lui dis, il ne faut pas aller à une institution, il ne faut pas aller. Il me dit, mais vous savez, moi, pour faire un café, je prends une demi-heure. Je lui dis, mais vous savez, faire un café, là, prêtez attention parce que c'est la chute, s'il vous plaît. C'est émouvant. Faire un café, c'est justement
cette demi-heure dans laquelle tu passes entre les meubles parce que tu ne bouges pas très bien, tu vas chercher le café qui est en haut, tu dis mais ma femme n'a pas acheté le café, oh oui, acheter le café, et prendre un café. L'objectif, ce n'est que la toute petite congrue partie de la chose qui nous permet de nous mettre en mouvement. Alors toute cette magnifique machine performante qui nous permet d'être connectés en permanence comme ça, font qu'un café soit une perf de caféine et non pas ces moments, cette demi-heure de vie de mon patient, que d'un point de vue gérontologique, ce sont les problèmes pour faire le café qui les maintiennent en vie. Là, c'était la chute. Ouais, c'est vrai. Miguel Benassayag. C'est vrai, c'est vrai. Merci, merci à vous, merci à toute l'équipe. Je voudrais remercier nos partenaires, le Conseil départemental du Loir-et-Cher, qui nous a accompagnés pendant des mois sur ce projet. Je voudrais remercier la région Centre, le domaine de Chambord, le château de Chambord, évidemment nos partenaires fidèles, BNP Paribas Cardiff et la Fondation L'Oréal, et tous nos partenaires médias et supports. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Pour ceux qui prennent un train, allez-y, je vous en prie. Et sinon, je vais demander à tous nos intervenants, à l'équipe de l'échappée volée de me rejoindre sur scène pour finir en musique et vous dire à très bientôt. Merci.